Merci à tous d'être là. Surtout merci à Marcus d'être là pour présenter donc les faits saillants du rapport Cyrano intitulé Le Québec devrait-il augmenter les taxes à la consommation? Donc, c'est un travail fait par Marcus Poschke de l'Université McGill et qui est aussi fellow au Cyrano attends un petit peu, je l'ai raté, là. Avec David Long, qui est professeur adjoint à l'Université nationale de Taïwan. Donc voilà, je pense que le sujet arrive très à point, là. C'est sûr que là, on a de l'inflation. C'est peut-être un peu différent par rapport au moment où ce travail-là a débuté. Donc là, il y a un peu de discussion à savoir est-ce que le Québec devrait baisser les taxes à la consommation, du moins sur certains produits, pour alléger un peu le fardeau de l'inflation. Mais bon, que ce soit à la hausse ou à la baisse, là, ça serait intéressant de voir là, les effets d'équilibre général là, de changement au niveau de cette taxe. Donc, Marcus, donc, présentation de 30-35 minutes. S'il y a des questions, donc je pense que Manon, elle a indiqué comment faire. Donc, il y a la section QR. Vous pouvez poser les questions là, puis moi, je vais les regarder. Puis si je juge que ça vaut la peine de les adresser tout de suite, on le fera. Sinon, ben, on le fera à la fin de la présentation. OK, Dalibor, merci pour l'introduction. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. OK, excellent. Alors, j'ai préparé avec David Léon une étude au sujet des taxes à la consommation et on se pose la question si le Québec les devrait augmenter. D'ailleurs, malheureusement, David ne peut pas être avec nous maintenant puisque lui, il est au Taïwan et au Taïwan, on est au milieu de la nuit. Là, je pense que c'est 1 heure de la nuit ou 2 heures de la nuit. Moi, je suis en Angleterre. En ce moment, c'est un peu mieux. On est dans l'après-midi. Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Bon, comme Dalibor a indiqué, il y a quand même c'est une discussion récurrente. On discute souvent dans le débat politique, est-ce qu'il faudrait augmenter, réduire les taxes à la consommation? Il y a quelques années, on a eu un rapport très détaillé au sujet du système fiscal de Québec. Et là, une recommandation a été faite aussi au sujet des taxes à la consommation. Si on regarde un peu dans le monde, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'autres juridictions qui ont des taxes à la consommation plus élevées que le Québec. Alors, de ce point de vue-là, il y aura quand même de la place pour les augmenter. Il y a aussi des arguments théoriques qui souvent recommandent d'utiliser plus les taxes à la consommation. Mais à la fin, c'est une question quantitative. Alors, ce qu'on fait dans cette étude, c'est une étude assez détaillée, quantitative de cette question. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est d'abord d'introduire un peu plus le sujet, de parler brièvement de quelques arguments théoriques et de la situation au Québec, avant de présenter les faits saillants du rapport. Et si vous regardez le rapport, il y a vraiment beaucoup de résultats très détaillés. Il y a des simulations de plusieurs réformes. Je ne veux pas aller à ce niveau détail-là, mais plutôt essayer d'indiquer quelques résultats clés qui ne dépendent pas trop des détails de la réforme qu'on étudie. Okay? Alors ça, c'est l'idée pour aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des taxes à la consommation? Ben, l'argument principal théorique, c'est que il faut avoir des impôts. L'alternative, surtout, c'est l'impôt sur le revenu. Et le problème avec l'impôt sur le revenu, c'est qu'il y a un désincentif à l'épargne. Alors, si vous investissez, si vous avez des revenus de vos investissements, vous payez chaque année des impôts là-dessus. Alors, il y a un désincentif qui s'accumule avec le temps. Si vous épargnez pour votre retraite, par exemple, qui peut être dans 20, 30, 40 années, chaque année, vous allez payer des impôts sur les revenus d'investissement. Alors, l'impôt sur le revenu a un désincentif à l'épargne parce que sa présence décourage l'épargne. L'impôt à la consommation, par contre, n'a pas ce désincentif-là parce que là, vous investissez et vous payez l'impôt à la retraite
quand vous dépensez les revenus. Alors ça, c'est un résultat très clair dans la littérature théorique. D'ailleurs, on parle aussi de quelque chose de désirable, c'est d'avoir une imposition symétrique de biens symétriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si je pense à la consommation aujourd'hui, la consommation demain, la consommation dans 20 ans, dans 30 ans, il faudrait avoir l'idéal, c'est d'avoir un impôt similaire là-dessus. Et avec l'impôt sur la consommation, c'est en effet similaire. Mais si j'ai un impôt sur le revenu, il y a une taxe beaucoup plus élevée sur la consommation dans le futur. Okay? Ça, ce n'est pas idéal. Alors, dans ce sens-là, l'impôt, la taxe sur la consommation est intéressante. On peut penser aussi au côté travail, pas juste au côté investissement. Là, la taxe à la consommation a des incentives. Je travaille, j'ai des revenus, mais quand je les dépense, je dois payer l'impôt, mais c'est quand même comparable à l'impôt sur le revenu. Okay? Alors, en total, il y a quand même un avantage là, du côté épargne. Là, c'est un argument théorique très clair. Mais souvent, on entend, et ça arrive souvent aussi quand il y a une discussion politique au sujet, on entend souvent que l'impôt à la consommation est régressif. Et dans beaucoup d'analyses théoriques, ce n'est pas pris en compte parce que c'est souvent des modèles où, avec les agents représentatifs où tout le monde est identique, mais en réalité, les gens sont différents, il y a des ménages plus riches et plus pauvres. Pourquoi est-ce qu'on pense que l'impôt est régressif? Si on regarde la consommation des gens et l'épargne des gens, on voit que les ménages plus pauvres consomment plus et épargnent moins. Alors, quand on consomme plus, alors il y a la consommation est une fraction plus élevée des revenus des ménages plus pauvres, ils vont payer plus d'impôts sur la consommation relativement aux revenus. Alors, on pourrait penser que, pour cette raison, que la taxe à la consommation est une taxe régressive. Et évidemment, ça, ce ne serait pas intéressant. En pratique, c'est pas très, très clair. Par exemple, si vous voyez récemment, il y a une étude de Bird et Smart dans la revue fiscale canadienne, et ça dépend vraiment des détails du calcul. Mais je pense que ce que cela nous dit, c'est qu'il faut faire une analyse de l'impôt où on prend en compte l'hétérogénéité des ménages, où on prend en compte qu'il y a des ménages riches et des ménages pauvres, et on prend en compte que la taxe à la consommation va les affecter de façon différente. Alors, ces arguments-là ont 3 implications pour notre analyse. Alors, il faut considérer… Oui. Mais il y a quand même, je veux dire, il y a quand même un tas de biens qui ne sont pas taxés. Donc, puis c'est justement un peu donc, les biens de première nécessité, donc la nourriture, je ne sais pas, même certains produits hygiéniques qui ne sont pas taxés justement pour ne pas affecter les gens à plus faible revenu. Là. Oui, c'est vrai. Il y a aussi la composition. On peut jouer sur la composition là, du panier. Puis on pourrait même imaginer la situation où cet impôt dépend de type de bien. Oui, nous, on ne va pas faire ça, mais tu as tout à fait raison. Là, cet argument que l'impôt est régressif est un argument très général. Et là, quand on pense à un taux commun, on pourrait penser. Là, dans l'implémentation, il y a des efforts pour le faire moins régressif. Alors, si on pense aux biens de première nécessité, comme la nourriture qu'on achète au supermarché, certains biens hygiéniques, les traitements médicaux, tout ça n'est pas taxé pour cette raison-là. Alors, l'argument est déjà moins fort dans un sens. En fait, nous, on va montrer qu'il y a même un autre sens très important dans lequel cet impôt, la taxe à la consommation, n'est pas régressif, mais peut même être considéré comme progressif. Mais on va voir ça plus tard. Mais alors, si on regarde la théorie, si on veut analyser l'impôt à la consommation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut considérer l'épargne parce que c'est là qu'il… Je vais souligner, ça ne marche pas. C'est là qu'il est différent de l'impôt sur le revenu. Il faut considérer l'inégalité parce que ça, c'est nécessaire pour
comprendre s'il est régressif ou non. Et aussi, troisièmement, je voudrais souligner des choses, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Troisièmement, il faut analyser des réformes complètes parce que si on dit l'impôt sur la consommation est régressif, ben ça veut dire qu'on le regarde de façon isolée. Mais en réalité, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'il faut augmenter l'impôt sur la consommation et réduire d'autres impôts? Et on peut réduire ces autres impôts de différentes façons et on peut faire ça, par exemple, d'une façon progressive. Alors, c'est vraiment pas tout à fait donné que l'impôt sur la consommation est régressif, ça dépend des détails. OK, alors ça, c'est la situation de base. Je ne vais pas très vite, alors accélérons juste un petit peu. Ici, un petit aperçu de la situation actuelle. Si on regarde les publications de l'OCDE, là, j'ai mis un graphique là qui vous indique les taux de la taxe sur la consommation dans les différents pays. Le Canada, c'est marqué en rouge et c'est assez… Si vous vivez au Canada, vous allez comprendre qu'il y a un problème là, dans l'étude de l'OCDE. Cela indique qu'il y a une taxe à la consommation de 5% au Canada. Évidemment, ça ignore la taxe à la consommation provinciale. Quand on l'inclut, on a un taux officiel au Québec qui est environ à 15%. C'est similaire dans beaucoup d'autres provinces et c'est un peu en dessous de la moyenne de l'OCDE qui est plutôt de 20%. Par contre, Dalibor l'a déjà mentionné, en fait, quand on pense à notre panier de consommation, on ne paie pas le 15% parce qu'il y a des produits où le taux est plus bas ou même zéro. Alors, à la fin, au Québec, si on regarde les revenus de l'impôt à la consommation et on les regarde par rapport à la consommation totale des ménages, le taux effectif est seulement de 10,2%. Okay? Et c'est un peu plus élevé qu'au Canada généralement et c'est assez comparable à la moyenne de l'OCDE. Alors, il paraît que dans d'autres pays, il y a plus d'exceptions. Alors, si on regarde ça, c'est plus vraiment vrai que la taxe à la consommation est plus élevée ailleurs, okay? Mais il y a quand même vraiment il y a par contre de la place. On n'a pas un taux très élevé comparé à d'autres pays. Alors, on peut encore se poser la question, est-ce qu'on peut l'augmenter plus? D'ailleurs, si on le regarde en comparaison au PIB, c'est quand même un peu plus bas au Canada, au Québec qu'à la moyenne de l'OCDE. En même temps, je pense qu'il faut regarder cet impôt dans le contexte du système total d'imposition. On ne va pas le regarder tout seul. Et là, on voit que au Québec, il y a un système d'impôt sur le revenu qui est très progressif. Alors ici, par exemple, je vous présente les taux moyens d'imposition pour de différents groupes de revenus. Vous voyez que les bas revenus ne payent pratiquement pas d'impôt sur le revenu. Alors là, ce n'est pas les taux officiels, ici, c'est les taux que les gens payent vraiment. Par contre, les hauts revenus là, payent des taux des taux moyens autour de 40%. Okay, ça va avec des taux marginaux autour de 50%. Alors, on a un système déjà très progressif côté impôt sur le revenu. Okay? Et alors, quand on pense à une réforme, là, il faut penser à ces choses ensemble et pas juste à la taxe à la consommation toute isolée. Qu'est-ce qu'on fait dans l'étude? Dans l'étude, on fait une évaluation des conséquences macroéconomiques et distributives de différentes réformes fiscales. Et l'outil qu'on utilise pour ça, c'est un modèle économique qu'on résout, qui est assez compliqué, qu'on résout sur l'ordinateur. Ça s'appelle un modèle à génération imbriquée à agents hétérogènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens dans le modèle sont différents, je vais expliquer un peu plus, et qu'ils vont différer dans leur revenu, dans leur richesse et aussi dans leur âge. Et le modèle capture très bien les inégalités des revenus et de la richesse au Québec. Alors, l'idée, c'est que ce modèle-là, de différents agents qui prennent des décisions du travail, de l'épargne, ce modèle-là, on va l'utiliser comme un labo
donc comme un laboratoire pour simuler les conséquences de différentes réformes fiscales. Alors, le modèle, c'est un modèle mathématique. Évidemment, je ne vais pas présenter les détails là. Par contre, je vais présenter un peu les grandes lignes et quelques gros résultats qu'on obtient. Alors, vraiment, le cœur du modèle, ce sont les ménages. C'est un modèle où les ménages à génération imbriquée, ça veut dire qu'il y a des ménages de différents âges. Alors, les ménages vont vivre d'un âge de 20 ans jusqu'à un âge de 100 ans au maximum, mais ils peuvent mourir comme en réalité. Alors, on a une distribution d'âge réaliste dans le modèle. Et ça, on va voir dans les résultats que c'est très important. Parce que les conséquences de changer la taxe sur la consommation vont être différentes pour les jeunes et pour les personnes plus âgées. On va avoir la retraite à 65 ans. Là, les ménages, ils vont être différents dans beaucoup de dimensions. Alors, j'ai déjà dit, ils diffèrent dans l'âge. Ils vont aussi différer dans les salaires. Alors, il va y avoir des ménages avec des très bas salaires et en même temps, il va y avoir un très petit groupe de ménages avec des salaires très élevés et tout ce qu'il y a au milieu entre ça. Ils vont différer aussi dans leurs opportunités d'investissement. Alors, il va y avoir des gens qui, quand ils investissent, ils vont avoir presque pas de revenus, comme si en ce moment vous mettez votre argent simplement à la banque, il n'y a pas vraiment de revenus. Il y a d'autres gens qui vont comme investir dans le marché d'actions, alors ils vont avoir plus de revenus, il va y avoir de l'hétérogénéité dans ça. Et en conséquence des différences de salaire, d'âge, d'opportunités d'investissement, les gens vont différer aussi dans leur richesse accumulée. Alors, on va avoir une population hétérogène ici qui est différente dans beaucoup de dimensions. Alors, ces ménages-là, qu'est-ce que… Oui, excuse. Donc, il y a peut-être une question intéressante de Raphaël Duguay. Ça dit, plusieurs ménages au Québec ont un taux d'imposition négatif dû aux allocations pour enfants. Est-ce que votre modèle peut tenir compte des taux d'imposition négatifs? Donc, il dit, je fais référence au taux d'imposition global des ménages, non au taux marginal. Oui, alors oui, c'est correct. Dans le modèle, les ménages sont différents dans beaucoup de dimensions, mais une dimension qu'on ne capture pas, c'est la présence d'enfants ou non. On a juste l'âge. Okay? Alors, pour cette raison-là, on n'a pas dans le modèle de base, on n'a aucun ménage qui va avoir un taux d'imposition négatif, mais on va avoir des ménages qui ont des taux presque zéro. Et dans les réformes, on va considérer une réforme où on va permettre des taux négatifs. Alors, en principe, c'est toujours intéressant d'avoir plus de détails réalistes dans le modèle. La limite, c'est vraiment la computation sur l'ordinateur parce que ça prend très longtemps de résoudre ces modèles-là avec tellement d'hétérogénéité et ça limite un peu ce qu'on peut faire. Okay? Je pense qu'en ce moment, là, on voudrait bien avoir plus de détails, mais je pense qu'on est un peu à la limite de ce qu'on pouvait faire pour l'instant. Alors, on a le modèle avec ces ménages différents. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ces ménages-là, chaque période dans le modèle, ils vont prendre des décisions. Ils vont décider combien consommer. Ils vont décider combien travailler et combien épargner. Et comment est-ce qu'ils décident ça? Ben, ils aiment bien consommer. Ils n'aiment pas travailler. Pas trop. Ils aiment laisser des héritages à leurs enfants. Mais bien sûr, quand ils décident de consommer, ils vont prendre en compte qu'ils doivent aussi épargner pour leur retraite, qu'ils doivent prendre des décisions si c'est un bon moment de consommer cette année ou dans le futur. Ils peuvent avoir un salaire qui est temporairement bas ou temporairement élevé. Tout ça, c'est des considérations qui entrent dans la décision. Et bien sûr, ils vont aussi prendre en compte les revenus qu'ils vont avoir s'ils travaillent ou s'ils épargnent et aussi comment le système d'imposition va affecter tout ça. Et alors, si on change dans le modèle le système d'imposition, ça va changer les comportements des ménages dans le travail et dans l'épargne. Et
si tous les ménages changent leur comportement, ça va aussi changer les résultats agrégés de l'économie et les prix dans l'économie. Okay. Ça, c'est les ménages. Puis la deuxième partie importante du modèle, c'est le gouvernement et le système d'imposition. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un système d'impôt sur le revenu progressif. Dans le modèle, alors on ne prend pas le système qui est dans la loi, mais on prend le système vraiment effectif des taux que les gens payent. On a dans le modèle un système avec 11 tranches, avec un taux marginal croissant. Alors là, le taux plus bas est près de zéro. Le taux marginal le plus élevé est environ 40%. Et je vais vous montrer plus tard, on réplique assez bien les taux moyens que je vous ai montré avant qu'on observe en réalité. Et ça correspond à ce qu'on modélise, là, ça correspond à un système d'imposition intégré fédéral et provincial. On les sépare. Il y a un impôt sur les sociétés aussi, et il y a un impôt sur la consommation. Alors, dans le scénario de base, c'est un impôt de 10%, le taux effectif que je vous ai montré avant. Une autre partie importante, c'est les pensions, parce qu'on va voir, là, la situation des retraités va être importante pour les résultats. Alors, on a un système où les gens font une contribution linéaire, forfaitaire, jusqu'à une limite, et après, il y a quand ils sont à la retraite, ils reçoivent des bénéfices qui dépendent de leur salaire aussi jusqu'à une limite. Alors, c'est vraiment essentiellement, c'est comme dans la loi, plus ou moins. Okay. Et finalement, tout le monde reçoit aussi des transferts du gouvernement. Ça réplique un peu les dépenses de santé et d'autres bénéfices que tout le monde reçoit du gouvernement. Finalement, il y a un secteur productif, ça fait qu'on a des prix, ça fait que si l'épargne change, les salaires vont changer. Et on va calculer des équilibres stationnaires du modèle. Alors, dans un équilibre, on va avoir un équilibre dans le marché du travail, dans le marché des capitaux, on va avoir un équilibre fiscal pour le gouvernement. Et un équilibre stationnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait une réforme dans le modèle, après, on va calculer l'équilibre à long terme. En réalité, ça peut prendre longtemps pour y arriver. Parce que si on change quelque chose dans l'environnement, dans le modèle, le comportement des gens va changer. Par exemple, s'ils vont épargner plus, éventuellement, on arrive à un nouvel équilibre avec plus d'épargne, mais ça prend du temps d'y arriver. Ce qu'on va faire, c'est on va calculer un équilibre de base, du scénario de base, et un équilibre pour les différents scénarios qu'on considère, et on va les comparer. Ce qui est endogène dans le modèle, ce qui est déterminé par le modèle, c'est les prix, alors c'est les salaires des gens, c'est les taux d'intérêt, c'est le taux moyen d'imposition parce que ça ne dépend pas justement de la loi, ça dépend aussi de la distribution de richesses et ça dépend des autres impôts. Et toutes les distributions, la distribution des revenus, la distribution des richesses et la distribution de bien-être de ménage, tout ça est endogène dans le modèle. Alors, ce qu'on a, on va avoir un scénario de base où on calcule ça pour bien répliquer la situation au Québec. On va changer le système d'imposition et on va calculer un nouvel équilibre où toutes ces variables endogènes vont prendre des valeurs différentes et on peut comparer ça à la situation initiale. Marcus? Oui. Est-ce que la composition d'âge, donc la pyramide démographique, est-ce qu'elle joue un rôle dans le modèle ou dans les résultats? C'est-à-dire, vous devez quand même choisir le nombre la proportion de jeunes, de vieux. Oui, on fait ça d'une manière de répliquer la situation actuelle. Okay. On sait que ça va changer dans le temps. On a un vieillissement actuel. On ne réplique pas la situation future parce que dans le modèle, la distribution d'âge est stationnaire. Je vais vous montrer qui gagne et qui perd de la réforme et on va voir que l'âge est important pour ça. Alors, si on a une distribution d'âge qui change, si on a du vieillissement de la population, ça pourrait affecter l'évaluation des résultats. OK. Donc, l'équilibre général… On ne l'a pas, mais on peut voir après le rôle que ça va jouer.
OK. OK. En fait, je vais commencer par vous expliquer brièvement le scénario de référence et un peu comment ça réplique la situation au Québec pour après sauter dans les réformes. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un gros modèle avec plein de paramètres. Et qu'est-ce qu'on fait? On choisit des valeurs pour les paramètres pour répliquer la situation dans le Québec, les statistiques agrégées de l'économie, comme la consommation des ménages par rapport au PIB, des choses comme ça, et aussi les distributions de revenus, de richesses et d'héritage. Et en fait, pour avoir, on va s'intéresser à la réaction de l'épargne et du travail et des prix à des réformes d'impôts. Alors, pour ça, c'est important de bien répliquer ces distributions. Alors, je veux juste brièvement vous indiquer comment on fait ça, ou pas comment on fait ça, mais plus les résultats. Juste par exemple, si vous regardez l'économie du Québec, ici, la fraction des revenus qui va à l'1% de la population qui ont les revenus plus élevés, c'est le 12%, plus ou moins. Okay? Et là, vous voyez que le modèle le réplique bien. Même si on va au 0,1% plus élevé de la population, le modèle le réplique bien. La ligne bleue, c'est pour la richesse. Le 1% plus riche des ménages du Québec retient plus ou moins 20% de la richesse et le modèle réplique ça assez bien. Okay? Alors, on a une économie assez inégale, enfin, beaucoup plus égale que, par exemple, les États-Unis, aussi plus égale que le reste du Canada, mais quand même assez inégale. Et le modèle réplique bien cette situation. On va voir que c'est important pour les résultats. On va sauter ça. Une autre chose qui est importante, c'est, je vous dis qu'un argument théorique en faveur de l'imposition de la consommation, que ça favorise l'épargne. Et une grande partie de l'épargne c'est que les gens font de l'épargne pour la retraite. Alors, il faut voir dans le modèle, est-ce que ça réplique bien la manière de laquelle les gens font de l'épargne pour la retraite. Ici, la ligne bleue, c'est les données. Vous voyez la richesse relativement à la richesse moyenne. Vous voyez comment ça augmente avec l'âge. Puis, quand les gens partent à la retraite, ça commence à baisser. Okay? Et la ligne rouge, c'est le modèle. Et on voit que ça suit généralement la ligne bleue. Alors, la façon d'accumuler de la richesse dans le modèle est similaire dans le modèle et dans le domaine. C'est important pour les résultats. Puis finalement, évidemment, il faut bien répliquer le système d'imposition qu'on a dans le Québec. Alors ici, je vous montre encore une fois les taux moyens d'imposition pour les différents groupes de revenus en bleu. C'était aussi en bleu avant. Mais maintenant, vous voyez aussi les taux moyens pour les différents groupes dans le modèle en rouge. Et vous voyez que ça réplique très bien les données. Alors, on n'a pas le taux négatif pour les gens plus pauvres avec les enfants, mais on a des taux essentiellement zéro pour les ménages les plus pauvres et des taux beaucoup plus élevés pour les ménages les plus riches. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on étudie plusieurs réformes fiscales. Dans toutes les réformes que je vais vous montrer aujourd'hui, on analyse une augmentation assez grosse de la taxe à la consommation de 10% jusqu'à 15%. Okay? Ça, c'est vraiment une grande augmentation, mais je pense que juste pour comprendre ce qui se passe, c'est mieux d'étudier une grande réforme que de juste étudier une petite réforme. Okay? Alors, on a une grosse augmentation de la taxe à la consommation. Ça va faire augmenter les revenus du gouvernement et ça va permettre de réduire le taux, l'impôt sur le revenu. Alors, on va étudier 4 scénarios. Alors, le 1, ça ne devait pas être un scénario, là, ça devait être scénario 1, 2, 3 et 4. On étudie plusieurs scénarios, mais vraiment, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le premier scénario. On va réduire tous les taux marginaux par 6,8 points de pourcentage. Mais on ne va pas permettre des taux négatifs. Alors, ici, on a un graphique.
C'est le même graphique que je viens de vous montrer. Les lignes rouges sont les taux moyens d'imposition pour les différents groupes de revenus dans le scénario de base. Et puis, vous avez les taux moyens d'imposition dans les différents scénarios. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer les résultats pour le scénario gris. Alors, vous voyez, par exemple, ici, à droite, pour les ménages les plus riches, on a une réduction de taux moyen d'imposition de 7 points de pourcentage, de 37 à 30 environ. Comme dans ce scénario, on ne permet pas de taux négatif, pour les ménages les plus pauvres, on n'a pas de réduction. Ces ménages-là, ils font très peu d'épargne, alors ça ne va pas vraiment être très important pour les résultats pour eux. Là, c'est juste un scénario. On étudie aussi d'autres scénarios. On a un scénario où les taux négatifs sont permis. On a un scénario où on réduit tous les taux marginaux par la même proportion. Et on a aussi un scénario où on donne un transfert à tous les ménages, un transfert qui est égal en termes de dollars. Et ça, c'est très différent, c'est beaucoup plus progressif. En général, les 4 réformes qu'on étudie diffèrent beaucoup dans leur degré de progressivité. Alors, la chose la plus progressive que vous pouvez faire, c'est juste donner la même quantité d'argent à tout le monde. La chose la moins progressive que vous pouvez faire, c'est de réduire les taux marginaux de la même proportion, parce que ça va réduire les taux marginaux les plus élevés le plus. Le scénario que je vous présente est un peu intermédiaire. On va réduire tous les taux marginaux de la même quantité. Oui, Dalibor. Donc, mais là c'est le taux effectif, donc qui serait à 15%. Et donc, sachant qu'il y a des biens, mettons en réalité, donc sachant qu'il y a des biens qui sont détaxés, ça serait quoi l'équivalent de la TVQ plus la TPS? C'est 15% effectif. Alors, on augmente le taux effectif de 50%. Alors, ça, on pourrait l'obtenir en augmentant tous les taux de 50% si on ne change pas l'imposition différentielle des différents biens. Alors, on passerait de 15% à 22,5%. Mais si on garde, OK, c'est bon, c'est juste pour avoir une autre idée. Ça, c'est en gardant le zéro sur l'épicerie, par exemple. Okay, une autre façon, ce serait de changer ce traitement-là et d'augmenter le taux sur l'épicerie. Mais là, on a juste un bien, là, on ne peut pas étudier ces différences-là dans le modèle. 22,5, est-ce que c'est beaucoup? Ben, il y a des pays où il y a des taux de la taxe à la consommation de 20% et plus. Alors, ça existe dans le monde et ça fonctionne. Alors, ce n'est pas complètement fou. En même temps, on n'a pas étudié on n'a pas cherché l'augmentation optimale. Okay? On n'a pas étudié si c'est mieux de faire une augmentation de 1%, 2%, etc. C'était plus l'objectif de comprendre comment est-ce que ça va affecter différents groupes dans la population, qu'est-ce qui se passe si on a de différents scénarios pour les changements dans l'impôt sur le revenu, tout ça. Dans l'étude, on étudie aussi des augmentations plus petites, mais vraiment les résultats sont qualitativement, ils sont très similaires. OK, qu'est-ce qu'on trouve? Je vais d'abord vous présenter les résultats agrégés. Alors, comme dans la théorie, là, on voit que la réforme incite l'épargne et ça, c'est le premier résultat. Alors, les ménages, quand ils épargnent, ils vont payer moins d'impôts sur le revenu. Ça les encourage à faire plus d'épargne et ça va augmenter le stock de capital par un numéro assez grand, là, mais on a fait une grande réforme. Et en fait, cette augmentation de 13%, ça se compose de 2 changements, en fait, parce que d'abord, les gens voient que les impôts sont plus bas, alors ils vont épargner plus, mais quand ils épargnent plus, ils vont être plus riches et ça va les faire épargner encore plus et ça continue jusqu'à un certain point. Et là, 13%, c'est le point là. Alors, il y a une augmentation, une amplification endogène dans le modèle. Là, on a un stock de capital plus grand. Qu'est-ce que ça fait? Alors, les entreprises vont avoir un stock de capital plus grand. Ça va faire augmenter les salaires. C'est l'étape 2. Avec des salaires plus élevés, les gens vont travailler plus et la production va augmenter et la consommation va aussi augmenter.
Marcus, Oui, allez donc voir. ici, tout est en termes réels. Tout est en temps réel, oui. OK, donc les prix, autrement dit, il y a pas de question, il y a pas d'inflation tendancielle, mettons. Non, et tout est en temps réel et en plus, ça c'est très important, tous les résultats sont à long terme. Mhm. Là, on a une assez grande augmentation dans le stock de capital. Alors, nous, on n'a pas simulé la période de transition au nouvel équilibre parce que je pense qu'on est capable de le faire, mais ça prend quand même très longtemps et Et, c'est dur à faire. Je pense que ça prendrait quand même 20 ans ou quelque chose comme ça. Alors, c'est des changements qui ont lieu dans le temps et ça va prendre du temps à arriver à ce nouvel équilibre. Évidemment, à court terme, les changements vont, les gens vont commencer directement à épargner plus, mais ça prend du temps d'accumuler plus de capital. puis l'offre de travail, donc, elle peut s'ajuster, là. Donc, on n'est pas nécessairement dans un équilibre là où il y a de la pénurie ou de la rareté de main-d'œuvre. Non, l'offre de travail s'ajuste au À long salaire. terme, de Oui, toute façon, mais c'est ça, OK. oui. Euh, alors, on a des effets agrégés très positifs qui sont vraiment en ligne avec les arguments théoriques. Je ne vais pas vous présenter toutes les réformes là parce que les résultats sont très similaires pour les 3 premières réformes. Juste pour dire que la 4e réforme là, qui est beaucoup plus progressive, cette réforme-là, là, on voit des effets agrégés beaucoup plus petits. Alors, dans les différentes réformes, on change les taxes à la consommation de la même façon. Ce qui est différent, c'est comment on change l'impôt sur le revenu. Alors, le résultat là veut dire que tout le package est important. C'est important, l'augmentation des taxes à la consommation est importante, mais aussi c'est aussi important comment on utilise les revenus. Si on les utilise bien Excuse-moi, pour réduire, si on les utilise bien pour réduire l'impôt sur le revenu, on peut avoir des effets sur l'accumulation de capital. Oui, Dalibor. oui, excuse-moi. Mais là, il y a quand même, il y a deux, dans cette réforme, donc il y a deux changements, là. Donc, il y a la hausse du taux effectif de la taxe à la consommation, mais il y a une baisse des impôts. Oui. Donc, dans les résultats qu'on voit, est-ce qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui est dû vraiment à... C'est-à-dire comment les deux affectent, là? Autrement dit, qu'est-ce qui serait produit là, si on n'avait pas baissé les impôts? Ben, si on n'avait pas abaissé les impôts, on aurait des revenus du gouvernement plus élevés, mais pour les ménages, si on a juste l'augmentation de l'impôt sur la consommation, sans la réduction de l'impôt sur le revenu, les ménages ils vont épargner moins et ils vont travailler moins. OK, donc, La question importante, c'est il faut financer des dépenses gouvernementales. La question, c'est quel est le package d'impôts optimal pour le faire? c'est ça. Actuellement, on a une certaine combinaison de taxes à la consommation et sur le revenu. Est-ce qu'il faut changer le poids? Et ce qu'on analyse là, c'est augmenter le poids sur la consommation, réduire le poids sur le revenu. C'est ça. Donc, Et autrement on dit, peut, le ouais, scénario, en fait, on regarde le scénario où on baisse les impôts de revenus de travail ouais. et on compense là, cette baisse de recettes pour le gouvernement en finançant par la taxe à la consommation. Mais Oui. sinon, on pourrait penser à d'autres scénarios là où le gouvernement pourrait simplement baisser les services ou les transferts qu'il fait, ou il pourrait plutôt se financer à l'extérieur ou bon. Non, à long terme, il faut avoir un certain équilibre budgétaire. Et là, on ne peut pas juste changer un impôt. On peut juste analyser le mix, l'ensemble des impôts. Et c'est ce qu'on fait. OK. À court terme, c'est un peu différent. Ouais. OK. Euh, je vais peut-être accélérer un peu là. Alors ça, c'est les résultats agrégés économiques. Nous, on s'intéresse beaucoup aussi aux résultats en termes de bien-être. Alors, ce qu'on peut faire dans le modèle, c'est de calculer le bien-être des ménages et il y a des manières pour l'agréger. Et juste une manière de le faire, par exemple, vous avez peut-être entendu parler, c'est de regarder sous le voile d'ignorance, ce thème qui est dû à Rawls,
quelle est la meilleure réforme ou quel État est mieux. Et là, on voit que l'État après la réforme, par exemple, est préféré à l'État avant la réforme et les gains correspondent à un gain de consommation de 1,2%. Ce n'est pas vraiment tellement important quels critères on prend là. Le bien-être agrégé augmente pour de différents critères qu'on peut considérer. Par contre, on a des gains de bien-être agrégés, mais ça ne veut pas dire que tout le monde bénéficie de la réforme. En fait, il y a des gains pour juste 40% de ceux qui sont en vie initialement. Et en particulier, il y a des pertes pour les retraités. Et ça, c'est assez similaire pour les premières 3 réformes. Alors, il y a des gains en total, mais il y a des pertes. Il y a des pertes pour certains groupes qui sont assez grands. Pourquoi et qui perd? Alors là, je voudrais vous présenter ça. Je pense que ça, c'est un graphique vraiment intéressant. Ici, je veux vous montrer qui gagne et qui perd en fonction de leur richesse et de leurs revenus. On va distinguer là, la richesse et les revenus parce que c'est différent. Okay? Alors, ce que j'ai fait là, c'est mettre des gens dans des groupes par richesse et revenus. Et sur l'axe horizontal, vous avez la richesse. Sur l'axe vertical, vous avez les revenus. Et par exemple, si je prends cette case-là, ça, c'est les gens qui sont pauvres en termes de richesse et en termes de revenus. Mais ces gens-là, c'est des gens qui sont riches en termes de richesse et pauvres en termes de revenus. Qui est-ce? Ça peut être des gens retraités, par exemple, qui ont accumulé beaucoup de richesses, mais puisqu'ils ne travaillent plus, ils ont des revenus plus limités. Par contre, il y a des gens là-haut qui ont très peu de richesses, mais qui ont de gros revenus. Qui est-ce? Ça peut être des jeunes, par exemple, qui n'ont pas eu beaucoup de temps pour accumuler de la richesse, mais qui peuvent déjà avoir des revenus assez élevés. OK, ça, c'est le graphique. Puis, les couleurs. Qu'est-ce que les couleurs veulent dire? Le plus c'est noir, le plus on gagne. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit nettement qu'il y a, si on fait une diagonale comme ça, que les gens en dessus de la diagonale gagnent et les gens en dessous de la diagonale perdent. Et à gauche, on voit les proportions et à droite, on voit combien ils gagnent et ils perdent. C'est un peu la même chose. Donc, ce qu'on voit, c'est les gens qui gagnent, c'est des gens qui ont beaucoup de revenus relativement à leur richesse. Par exemple, les gens ici qui ont peu de richesse et beaucoup de revenus. Les gens qui perdent, c'est les gens ici en bas qui ont beaucoup de richesse et peu de revenus. Pourquoi? En fait, c'est assez logique parce que, comme Dalibor a dit, notre réforme, là, elle a 2 composantes. Une composante, c'est l'augmentation de la taxe à la consommation. L'autre, c'est la réduction de l'impôt sur le revenu. Si vous avez beaucoup de revenus, vous bénéficiez beaucoup de la réduction d'impôt sur le revenu. Ces gens-là, ils bénéficient beaucoup de la réduction d'impôt sur le revenu. Si vous avez très peu de revenus, vous n'en bénéficiez pas. Si vous avez beaucoup de richesse et vous allez la dépenser éventuellement à votre retraite, bon, alors là, vous payez beaucoup avec une taxe à la consommation élevée. Alors, les gens ici, à droite en bas, eux, ils payent plus avec la taxe à la consommation, ils gagnent moins avec la réduction de l'impôt sur le revenu. Par contre, ceux ici, ils ont peu de richesse, alors vraiment, ils bénéficient plus avec la réduction de l'impôt sur le revenu. Alors, dans ce sens-là, cette réforme a des conséquences assez inégales et c'est vraiment difficile à dire si c'est une réforme régressive, je ne dirais pas, parce qu'en fait, c'est une réforme qui nuit plutôt aux gens les plus riches et qui incite en même temps l'épargne et le travail, ce qui est beaucoup fait par ces gens-là. Alors, qui sont ces gens-là? Je l'ai déjà dit, les retraités perdent. Pourquoi? Si on regarde la proportion de la richesse relativement aux revenus pour les différents groupes, alors ici, j'ai simplement fait la richesse moyenne divisée par le revenu moyen dans les différents groupes. Vous ne pouvez pas le lire peut-être. Ici, c'est les retraités. Ici, c'est les jeunes. Alors, ce qu'on voit là, c'est la richesse relativement aux revenus
est très élevé pour les retraités. C'est parce qu'ils ont de la richesse accumulée et aussi parce qu'ils ont les revenus faibles. Par contre, les jeunes ont très peu de richesse. Alors, cette réforme, elle est mauvaise pour les retraités. Elle est bonne, elle bénéficie les jeunes. Si on regarde par richesse, évidemment, les riches ont plus de richesse relativement aux revenus et eux, ils perdent avec la réforme relativement aux moins riches. Alors, la réforme a des implications distributionnelles assez riches. Là. OK. J'ai pris beaucoup de temps. Laissez-moi essayer de tirer des leçons. Et là, c'est le dernier diapositive. Alors, on a étudié une réforme qui déplace le fardeau fiscal du revenu vers la consommation. Et on voit que ça peut bénéficier l'épargne et le travail. Les détails dépendent beaucoup des changements qui sont apportés à l'impôt sur le revenu. Là, on a une première recommandation. Je pense que ce qui est un peu transversal, même si on a calculé plusieurs scénarios différents. Vraiment, si on utilise les revenus de l'augmentation de la taxe à la consommation pour réduire l'impôt sur le revenu, ça va encourager l'épargne. Alors, il y a de différentes manières d'utiliser ces revenus. On peut les dépenser, on peut les jeter, on peut les donner à tout le monde. Mais si on veut avoir des bénéfices agrégés, il faut les utiliser pour réduire l'impôt sur le revenu. Ça, c'est la recommandation numéro 1 qui est standard, théorique. Puis, on a 3 aperçus intéressants qui ressortent de l'analyse. Alors ça, d'abord, plus généralement, on trouve que l'impôt sur la consommation cible la richesse. Alors, l'impôt sur le revenu, évidemment, si on a plus de revenus, on en paie plus. L'impôt sur la consommation, si on a plus de richesse, on en paie plus. Et c'est peut-être pas évident, mais c'est un résultat très clair. Là. Alors, ça fait, aperçu numéro 1, que cette réforme-là peut être progressive. Ça fait que cette réforme encourage la production et l'épargne. Et en fait, on parle beaucoup ces jours-ci de l'impôt sur le patrimoine. L'impôt sur le patrimoine a beaucoup de problèmes en pratique, mais peut-être que l'impôt sur la consommation peut être une alternative intéressante parce qu'elle est beaucoup plus facile à implémenter et elle cible la richesse tant que l'impôt sur le patrimoine. Finalement, il y a des perdants très clairs des réformes qu'on analyse, c'est les retraités. Alors, je pense que les réformes telles qu'on les a analysées, elles sont telles quelles, elles ne sont pas intéressantes ni du point de vue économique, ni du point de vue politique. Mais je pense qu'on a beaucoup appris là pour trouver des réformes plus intéressantes. Et on voit, si on veut avoir des réformes qui sont encore meilleures que celles qu'on a étudiées, qu'il faut peut-être étudier la réforme de la taxe à la consommation conjointement avec une réforme des pensions, avec d'autres manières de compenser les retraités pour leur perte. Et voilà, ça c'est les leçons qu'on a tirées de notre étude. Et j'ai pris beaucoup de temps, mais il nous reste quelques temps pour des questions. Merci, Marcus.